Bien, mais mesdames, messieurs, merci pour ce dernier conseil avant la période estivale. Et donc, en ce jeudi 10 juillet 2014, je déclare la séance ouverte et je vous propose de nommer comme secrétaire de séance notre collègue Isabelle Jalin. C'est ceux qui sont pour bien le manifester en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Et Madame Jalin, je vous invite maintenant de procéder à l'appel nominal des membres du Conseil, s'il vous plaît. Merci. Monsieur Fabien Chélet. Présent. Marie-Thérèse Bourré, excusée de procuration à Monsieur Fabien Chélet. Alain Mamolo. Didier Caillé. Présent. Bernard Hébrard. Présent. Martine Wolf. Présent. Rita Canas. Présente. Laurence Morel. Présent. Jérôme Léman, excusé de procuration à Isabelle Jalin. Jules Caillard, excusé de procuration à Rita Canas. Thérèse Zaoui. Présent. Yves Dromby. Absent. Francis Brouet. Présent. Gilda Massard, excusé de procuration à Martine Wolf. Chara Frifaille. Jean-Philippe Vitran. Présent. Anna Zanelli. Absent. L'arrivée. Anna Sur la route. Yves Floquet. Présent. Serge Lecadir. Présent. Sylvie Renou. Présente. Christian Châtelain, excusé de procuration à Yves Floquet. Emmanuel Mabon. Présente. Isabelle Jalin. Présente. Virginie Melki-Tétini, excusée de procuration à Francis Bouvet. Samia Sidi Moussa, excusée de procuration à Alain Mamolo. Jeanne-Marie Binot, excusée de procuration à Marie-Laurence Dupont. Patrick Lemaire. Présent. Francis Poirier, excusée de procuration à Jean-Noël Verfailly. Marie-Laurence Dupont. Présente. Denis Degan, excusé de procuration à Patrick Lemaire. Céline Platel-Tuin. Présente. Asia Costanzo. Présente. Et Jean-Noël Verfailly. Présent. L'appel est terminé, monsieur. Je vous remercie, Madame Jalin. Je vous invite ensuite à procéder au vote sur le compte-rendu du Conseil municipal du 19 juin dernier. Y a-t-il des remarques? Et sinon, je vous invite à l'approuver. C'est les ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie. Et immédiatement, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, lors du dernier conseil municipal, je vous informais du dramatique accident de la route qui a coûté la vie à un couple et leur fils ayant vécu 15 années à Marly, et dans le même temps de l'appel de solidarité que j'ai lancé immédiatement après et auprès des médias, en accord avec la famille. Ce drame laisse 9 enfants orphelins de 4 mineurs. La médiatisation de ce tragique événement a permis de collecter, à la date de ce 10 juillet à 11h30, après l'ouverture du courrier, 115 575 euros. 115 575 151 575 euros. Excusez-moi. Marly, ville solidaire, mais aussi responsable, puisque dans le même temps, je le rappelle, ces dons doivent permettre de subvenir aux besoins de ces orphelins en ce qui concerne la nourriture, l'hébergement, les vêtements, mais serviront aussi à financer leurs frais de scolarité et d'études à venir. Toutefois, les actions continuent à se déployer puisque 2 spectacles de la solidarité seront organisés les 17 et 20 juillet prochains. Une rencontre de basket opposant Denain à Orchy aura lieu le vendredi 5 septembre ici même à Marly, à la salle Raymond Dumont. Et enfin, il y aura un match de gala de hockey sur glace avec les Diables Rouges à la patinoire Vallée-Clou. C'est pourquoi je veux officiellement remercier toutes celles et ceux qui, à ce jour, ont fait part de leur solidarité financière ou encore matérielle. Cela étant, la fin du mois de juin a vu se continuer, se poursuivre les fêtes d'école dans une ambiance de convivialité.
Et la mise en place des temps d'aménagement périscolaire s'est finalisée par un choix effectué par monsieur le directeur académique sur la base des propositions faites par les différents conseils d'école. La concertation la plus large a été mise en place, bien entendu avec au centre l'intérêt de l'enfant qui a guidé toute notre action municipale, et cela bien loin des querelles stériles liées parfois à des positions partisanes ou encore politiciennes. Enfin, le week-end dernier, la fête des quartiers d'été au Floralisme et les arts en fête ont pu se tenir malgré une météo capricieuse avec des animations de qualité et un travail des bénévoles qui mérite bien d'être salué et encouragé. Il me reste bien évidemment à vous inviter maintenant à participer nombreux aux festivités. Tout d'abord de ce dimanche 13 juillet sur la place Gabriel Péry à partir de 20h30. Festivités qui seront suivies du traditionnel feu d'artifice ici même. Et dans le même temps, sans oublier le 14 juillet, le Grand Prix cycliste de la municipalité l'après-midi, avec le matin, bien entendu, le traditionnel défilé, et ce, en fin de matinée. J'en ai terminé avec ces éléments introductifs, et je vous propose par ailleurs, en raison de la tenue d'une commission d'appel d'offres qui a eu lieu ce mardi 8 juillet 2014, eh bien, de bien vouloir accepter le projet de délibération relative à l'autorisation, notamment de la signature des marchés publics. C'est à l'ordre du jour, mais on a les éléments précis suite à cette CAO qui s'est tenue ce mardi 8 juillet 2014. Il n'y a pas d'objection. Alors, je propose ensuite que nous passons à un point important, sur lequel il n'y aura pas de délibération, pas de vote, bien entendu. Et il s'agit, j'ai souhaité, dans le cadre de la transparence, dans le cadre de l'évolution de toutes nos politiques en matière d'aménagement du territoire, en matière de vie et de gestion municipale, que nous puissions de temps à autre faire, comment dire, un rapport d'état. Nous avons, et à ce jour, nous pouvons faire un bilan de la phase reconstruction, du partenariat public-privé pour la rénovation notamment et la gestion des installations, d'éclairage public, d'éclairage sur le plan sportif, des illuminations de Noël, de la mise en valeur notamment de notre patrimoine, sans oublier la nouvelle signalétique et ainsi donc, comme on l'appelle, la signalisation verticale. Je remercie de sa présence à notre demande de Citenium. Et on va donc assister à une présentation et à ce rapport d'état qui sera présenté par M. Rémi Danzin de la société Citenium, un rapport qui sera suivi notamment par une intervention de notre collègue conseiller municipal délégué Yves Floquet. Monsieur Danzin, je vous cède bien volontiers la parole. À vous. Merci Monsieur le maire. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs. Donc Rémi Danzin, je suis le représentant de l'entreprise titulaire du contrat de partenariat public-privé qui a été signé en décembre 2011 avec la ville de Marly. C'est un groupement d'entreprises constitué de la société Citenium et de la société Citeos. Comme vous le rappelez, monsieur le maire, dans les domaines de l'éclairage public, de l'éclairage sportif, des illuminations de Noël, de la mise en valeur du patrimoine et de la signalisation verticale. Alors les objectifs du contrat, soucieuse d'offrir à ses administrés un service d'éclairage public de qualité, la ville de Marly a chargé pour une durée de 15 ans le groupement d'entreprises Citeos pour mettre en sécurité et en conformité les installations, le parc daté d'une quarantaine d'années, pour assurer la sécurité des personnes et des biens, pour rénover son parc d'éclairage public vétuste, pour diminuer ses coûts de fonctionnement, la baisse du fonctionnement, surtout étant donné l'augmentation des tarifs d'électricité, donc la rénovation a permis de diminuer ses coûts, et également la maintenance, parce qu'il y a moins de pannes à l'heure actuelle. On a mis en place un outil de gestion informatisé équipé d'une base cartographique. Donc cette gestion de la maintenance assistée par ordinateur
nous permet d'avoir une parfaite connaissance de chaque élément du parc et de la commune, de son évolution en temps réel, et donc de faire des bilans pour anticiper tout ce parti fonctionnement, investissement dont on parlait. On a également cherché à améliorer le cadre de vie, car une cité bien éclairée est plus agréable à vivre, plus attirante pour ses visiteurs et plus affirmée dans son identité nocturne. Donc on a valorisé le patrimoine, comme vous le disiez. On a facilité la lecture de la ville à travers un schéma d'aménagement lumière qui a été créé lors de la réponse au PPP. Ce schéma directeur d'aménagement lumière, ça a été en fonction des types de voies, une réflexion sur l'implantation, sur la hauteur, sur le style, sur les sources et les puissances à installer dans la commune. Voilà. Et c'est désormais notre trame pour le projet de reconstruction. Et ça cadre la réalisation de nos interventions. Voilà. Et nous avons également intégré un volet développement durable et social dans notre offre. Développement durable à travers les économies d'énergie, puisque nous avons adapté les puissances, intégré de la variation dans chaque lanterne installée dans la commune, supprimer la pollution lumineuse à travers la suppression des boules notamment, des sources installées qui ne contiennent plus de mercure et un matériel entièrement recyclable. Un aspect social à travers la communication sur les projets PPP, à travers le contrat que nous avons fait avec HVAL, avec l'ASEC Ostrevent en termes d'insertion, puisque nous avons un intérimaire en insertion dans notre société. Et également, on participe aux manifestations de la paix. Voilà. Donc, les 18 premiers mois ont fait l'objet d'une reconstruction très importante, où nous avons renouvelé plus de 50% du parc. On peut voir en rouge les rues qui ont été traitées et en jaune les rues qui seront traitées lors des années 5 à 15 pour un parc qui viendra en état de vétusté dans les années à venir. Nous avons déjà prévu de les remplacer. Tout ça pour vous dire que tous les quartiers seront traités et que rien ne sera oublié dans la commune. Tous les quartiers sont concernés par la reconstruction. A noter, vous voyez en bas une photo d'une armoire reconstruite dans le quartier des Floralies, qui était un quartier sensible. Et donc la mise en place de ce type d'armoire dit coffre-fort nous a permis en tout cas de ne plus avoir d'interruption de service depuis ces installations. Donc voilà, vous avez un extrait du SDAL où nous avons bien différencié chaque type de voie. Et donc, nous avons attribué un type de matériel par type de voie. Un matériel pérenne, évolutif. Nous parlons beaucoup de la LED à l'heure actuelle. Tous les luminaires installés on pourra intégrer des modules LED qui nous permettra certainement de faire de plus grosses économies d'énergie. Et voilà. Projet éligible C2E, dont on pourra reparler après dans le volet subvention. À noter. Lors du G4, nous avons remplacé 1006 lanternes, 223 candélabres, 3300 mètres linéaires de réseau d'éclairage public, et toutes les armoires ont été soit rénovées, soit mises en conformité. Vous avez une cartographie de la ville avec donc des relevés photométriques qui ont été effectués avant et après reconstruction. Et donc on a mis en conformité par rapport aux recommandations de la norme C13201, sans dégrader le service public de l'éclairage. Nous avons baissé les puissances installées, mais toutes les rues, ou presque, sont désormais conformes à la norme. Nous avons harmonisé l'éclairement et l'uniformité. Nous avons également créé l'éclairage du stade Masnaghetti pour que les entraînements du soir puissent avoir lieu. Donc l'installation de 4 mâts, de 8 projecteurs, du réseau et de la commande pour le stade Masnaghetti. Les fêtes de fin d'année également sont dans notre contrat, donc on pose, on entretient, on dépose, on stocke le matériel d'illumination festive chaque année et on renouvelle 20% du parc. Donc là ça fait 2 ans que nous avons le contrat, donc 40% du parc a été renouvelé.
Nous avons pu supprimer les motifs obsolètes et énergivores et rénover notamment les rues Jaurès, la place Péry, route d'Aulnoy, résidence Villemer, l'avenue Barbus et la route de Frézeau. A noter sur tout le matériel remplacé déjà 90% d'économie d'énergie. En plus de ces 90% d'économie d'énergie, nous avons mis en place des boîtiers de commande pour chaque illumination festive qui nous permet d'éteindre à minuit la semaine et à 2 heures le week-end, donc 320 heures de fonctionnement au lieu des 625 heures habituelles dans les communes avoisinantes, la plupart des communes avoisinantes, ce qui nous permet d'avoir 50% d'économie d'énergie complémentaire. Donc vous avez quelques extraits de motifs qui ont été installés dans la commune. En termes d'économie d'énergie, qui était un volet assez important pour le contrat de partenariat, puisqu'on a un objectif en fin de contrat de 28%. À savoir que la facture d'énergie se décompose en deux parties, une partie abonnement pour environ 30% de la facture et une partie consommation qui représente 70%. Sur la partie abonnement, nous avons ajusté les puissances souscrites à chaque contrat, soit parce qu'elles étaient mal dimensionnées et en plus par les économies d'énergie que nous avons pu réaliser, nous avons pu diminuer cette puissance. Nous sommes passés de 558 à 309 kVA souscrits dans la commune, ce qui représente environ à 90 € du kVA par an, 22 000 € d'économisés sur la facture énergétique. En plus de ça, la reconstruction nous a permis de passer d'une puissance moyenne au point lumineux de 220 watts à 151 watts suite à la reconstruction, donc environ 25% de baisse des consommations dans la commune. Vous voyez à travers un tableau que l'évolution des tarifs EDF est plutôt à la hausse, donc si la commune n'avait rien fait, la facture se serait envolée. Si la commune était passée sur des contrats classiques, eh ben, elle aurait baissé légèrement, elle aurait fait une petite économie, et on voit que le fait d'avoir renouvelé tout de suite, ça nous a permis tout de suite d'avoir des économies, et on en profite sur les 15 années, et ce qui est non négligeable. Ensuite, un volet maintenance. Donc, notre maintenance fonctionne à partir de la détection des dysfonctionnements. Nous avons 19 tournées de nuit par an prévues au contrat et au suivi par le logiciel dont je vous parlais tout à l'heure. Le suivi de l'usure, puisque nous avons l'identité de chaque élément du parc et donc on sait à quel moment il devient vétuste, puisqu'il y a des durées de vie suivant les matériels. Et donc il y a un remplacement systématique en fonction de la durée de vie. Et en sachant que il y a également une astreinte 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, toute l'année, prévue au contrat. Donc on voit que le taux de panne, on s'était engagé à ce qu'il soit inférieur à 1%. En 2012, on était à 0,85, 2013, 0,80, et il est plutôt tendance baissière puisque la rénovation nous permet d'avoir moins de panne clairement dans la commune. Et tout ça se fait en toute transparence, puisque à travers notre logiciel, dès qu'une panne est détectée, il y a un incident qui est mentionné dans le logiciel, un bon de travail, nous recevons la mission et on sait quand a été effectué le travail. Donc, un volet important aussi, c'était la valorisation du patrimoine. 5 sites ont été mis en valeur. Donc le but était d'embellir l'héritage de la commune, améliorer le cadre de vie, pour une fierté des habitants et une fierté de montrer sa commune. Voilà, donc les sites traités, l'hôtel de ville, le moulin, les deux églises, Saint-Pierre et Saint-Jacques, et également le parc Carpentier, situé juste derrière la place Péry. Voici une photo de l'hôtel de ville de nuit. Donc brièvement, ce qu'on a voulu faire sur cet hôtel de ville, des projecteurs de couleur froide pour révéler la couleur naturelle de l'ardoise en haut de l'hôtel de ville. Les fresques sur la façade sont soulignées par des linéaires à LED, des verticalités creuses, premier étage et du rez-de-chaussée sont soulignées elles aussi.
Et la beauté de la porte d'entrée est marquée par des lumières à LED également, sous les balcons, qui sécurisent les accès par les escaliers ou accès à mobilité réduite de l'hôtel de ville. Le parc Carpentier où on a mis en valeur un peu toute cette verdure, ces arbres. Les deux églises. Et également le moulin. Le moulin qui baigne dans une ambiance douce et chaude. Sa roue reçoit une couleur bleutée plus froide. L'ensemble est perçu comme un appel de la rue Émile-Dru, une invitation à la promenade le long de la Rhônelle sur les piétonniers qui eux-mêmes sont traités par des luminaires LED de puissance faible. Dans la rue de l'église prolongée, des projecteurs de couleurs jouent avec la végétation et sont équipés d'un pouvoir de coupure respectant la faune et la force, c'est-à-dire qu'à une certaine heure de la nuit, nous coupons ces projecteurs. Voilà pour les mises en valeur. Nous avons également traité donc, la signalisation verticale, c'est-à-dire la signalétique directionnelle et d'intérêt local. Le but était de rénover et d'homogénéiser ces 41 carrefours de la commune. Donc nous parlions du volet développement durable. Lors de nos travaux, nous avons averti les riverains par des lettres aux riverains. Nous avons mis en place des magnettes avec le numéro vert en cas de problème. Voilà, chaque riverain pouvait nous appeler ou nous prévenir d'un dysfonctionnement. Nous avons mis en place des panneaux d'information en chantier. Et également en septembre-octobre de cette année, nous prévoyons la mise en place d'une communication sur le PPP et plus généralement sur la pollution lumineuse, sur le développement durable, à travers, en bas à gauche, vous voyez une exposition sur le développement durable, une double exposition, puisque c'est pour les adultes et pour les enfants. C'est pour traiter d'un éclairage public d'un point de vue écologique et durable en abordant les thèmes de matériel, mobilier, recyclage, fabrication de l'énergie. Voilà. Nous avons mis en place également des éco-brochures en haut à droite. Gaspillot et Renouvelette, c'est des brochures sur le thème de l'énergie durable et de la sensibilisation aux économies d'énergie. C'est-à-dire qu'à la maison, à l'école, dans la ville, etc., il y a des économies à faire. Et voilà, ça s'amplifie par rapport à tout ça. Pourquoi réduire la puissance de certaines lanternes dans certains lieux? Pourquoi privilégier certains points comme les traversées piétons, les sorties d'école, les jeux d'enfants? Pourquoi éteindre la lumière en sortant d'une classe, d'une salle de sport? Comment embellir la vie tout en minimisant la consommation d'énergie? Quel est l'impact de cette démarche énergie renouvelable et économique d'énergie en termes de coût, mais aussi en termes d'environnement? Voilà les thèmes qui sont développés. Et également, en bas à droite, vous voyez un spectacle conférence que nous allons proposer aux élèves des classes de la ville de Marly. Le but, c'est un spectacle pour enfants, mêlant acrobatie et création de lumière pour interpeller sur la pollution lumineuse. Et donc, c'est suivi d'une conférence où le conférencier échange avec les publics scolaires pour développer et approfondir ce que le spectacle a évoqué. Voilà. Toute cette rénovation nous a permis, on a pu également obtenir des subventions. Pour la partie signalétique, le Conseil général du Nord a subventionné les travaux de signalisation directionnelle sur les routes départementales à hauteur de 45 400 €. Et pour la partie éclairage public, EDF a valorisé les certificats d'économie d'énergie à hauteur de 14 000 €. On ne voit pas bien à gauche, mais il est indiqué que les économies d'énergie estimées ont permis d'économiser l'équivalent de 34 logements français. Pour terminer, un petit point financier, la maintenance représente 105 000 € par an. Donc elle comprend l'entretien de l'éclairage public, sportif, des mises en valeur, la signalisation verticale, ainsi que les illuminations festives dont nous parlions. Il y a un poste maintien du patrimoine en cas d'accident, de vandalisme, à hauteur de 35 000 € par an. Et puis,
Donc la partie reconstruction que nous avons faite durant les 18 premiers mois, c'était 2 300 000 euros. Et donc, ce dont nous parlions, lors des années 5 jusqu'à 15, il y aura environ 1 million d'euros pour rénover le parc qui va devenir vétuste dans les années qui arrivent. Voilà, je vous remercie. Bien. Eh bien, je vous remercie, M. Danzin. Dans la foulée, M. Yves Floquet, qui a suivi ce dossier tout particulièrement. Merci, M. le maire. Donc en fait, il faudra préciser que grâce à ce contrat de partenariat, on a pu réaliser 2,4 millions d'euros en 18 mois et donc remettre en sécurité tout l'éclairage public. Mais également, au cours de ce contrat, on aura 1 million d'euros supplémentaires d'investissement entre la 5e et la 15e année. Et ce financement, en fait, est équivalent à l'économie d'énergie que l'on a réalisée, c'est-à-dire 62 000 euros par an sur les 15 années, ce qui représente 1 million d'euros. Donc l'économie d'énergie va couvrir en fait l'investissement qui va être fait de la 5e à la 15e année. Donc c'est au niveau des économies d'énergie, l'abonnement EDF était de plus de 50 000 euros, il descend à 28 000 euros. C'est-à-dire 45% sur l'abonnement et 24%, comme on a pu le voir, sur la consommation, qui équivaut à peu près à 30% de diminution des factures EDF au niveau de l'énergie. Donc tout ce programme contribue au développement durable, à la baisse des gaz à effet de serre et également à la diminution de la pollution lumineuse. Donc on aura pratiquement renouvelé à la fin du contrat plus de 80% des luminaires, parce que certains luminaires étaient aux normes telles que ceux de l'avenue Barbus, et on aura renouvelé plus de 4 km de câbles, donc en aérien et en souterrain. Voilà les précisions que vous voulez apporter, monsieur. Bien, en vous remerciant, M. Floquet, de ces éléments complémentaires. Y a-t-il des demandes d'intervention, de précision? Je vous en prie, à vous, M. Berthelini. Bonsoir, merci de me donner la parole. Merci beaucoup pour cette présentation. Quelques petits éléments d'observation de ma part. Tout d'abord sur l'opportunité en fait, du partenariat public-privé. Bon, ça s'est décidé alors que je n'étais pas encore élu. C'est une forme que j'aurais pas recommandé à l'époque. On fait des économies d'énergie, on renouvelle le matériel, ce qui est une très bonne chose. C'était vraiment nécessaire de le faire sur la commune. Par contre, le PPP, ça coûte des frais financiers qui ne sont pas forcément très intéressants pour nous sur un marché de cette taille-là, une commune de cette taille-là. Et ce n'est pas nécessairement la meilleure formule. Au final, on va avoir beaucoup des économies d'énergie qui vont partir dans les frais financiers du partenariat. Mais bon. Sinon, peu d'autres remarques, simplement, on va dire d'un point de vue esthétique, je sais qu'il y a des lanternes qui ont été changées avec un non-remplacement des mâts, quelquefois avec des mâts qui sont un peu anciens et un peu vilains, c'est pas forcément très esthétique. Et puis il y a des endroits où ça n'a pas encore été fait. C'est vrai que ça manque un peu, et certains des habitants qui m'ont fait aussi la remarque que je pense que c'est dans l'idée d'enlever la pollution lumineuse, mais qu'ils avaient l'impression qu'on avait retiré deux lampadaires sur 3, et qu'au final ils perdaient en qualité d'éclairage, et ils perdaient en sentiment de sécurité quand ils rentraient chez eux, parce que l'entrée de leur domicile n'était plus forcément aussi bien éclairée. Bien, vous en avez terminé. Monsieur Floquet, quelques éléments d'appréciation, et dans la foulée, Monsieur Danzin. D'abord, Monsieur Floquet. Et donc, je vais essayer de répondre point par point. Au niveau des frais financiers, on avait pris une option de cristallisation du taux. C'est-à-dire qu'on choisissait la date pour figer le taux.
Donc nos services, les services de la ville, ont surveillé en fait le taux fixe à 15 ans, qui était au 1er avril 2011 de 3,60%. Au 1er juillet 2011, il était de 3,38 et au 8 septembre, il était de 2,54. Et c'était en fait un taux qui était l'un des plus bas, puisque le plus bas qu'on ait eu était au 23 septembre à 2,35. Donc on a décidé de cristalliser, de figer ce taux le 8 septembre à 2,54 et l'offre finale de Citellum nous a proposé un taux de 2,20, c'est-à-dire 0,34% en dessous du taux classique qu'on aurait pu avoir. À cela, bien sûr, il faut ajouter les marges, comme on aurait pu avoir, et donc en marge, on a une marge de 1,3%, qui fait un taux moyen de 3,5. Donc on n'aurait pas pu avoir mieux que ce taux-là. Au niveau donc, de l'esthétique, bien sûr, tous les mâts n'ont pas été changés, puisque certains mâts sont propriété des concessionnaires, tels que EDF ou Orange Télécom. Donc tous ces mâts pourront être changés en cas d'enfouissement des réseaux, mais pas immédiatement. Et au niveau des luminaires, on est passé sur un parc de 2193 luminaires à 2204 luminaires. Donc on a une augmentation du parc. Alors les gens ressentent peut-être une baisse de la luminosité, puisque vers 2 h du matin, on diminue la puissance de ces luminaires pour les économies d'énergie et la luminosité suffisante pour pouvoir rentrer chez soi. Voilà. Merci de ces précisions. Monsieur Floquet, Monsieur Danzin, quelques éléments peut-être? Non, je pense que M. Floquet a donné une bonne réponse. Je pense qu'on parle de 700 000 € de frais financiers pour 2 300 000 d'investissement, ce qui est assez faible. Pour 15 ans, et en général, quand on achète une maison et qu'on la rembourse sur 15 ans, on ne paye pas loin du double. Là, vous payez 2 300 000 et en gros, ça vous revient à 3 millions au bout de 15 ans. Donc on parle de 700 000 € de frais financiers, c'est assez faible. Et donc, nous étions, comme nous le disions tout à l'heure, toujours préoccupés par les normes, et notamment les normes photométriques. Et le but, c'était d'éclairer juste. Si avant, c'était suréclairé, nous avons désormais éclairé juste. S'il y avait 3 lampadaires, alors qu'un suffisait, nous avons privilégié... Bien. Eh bien, s'il y a d'autres questions, je vous remercie, Monsieur Danzin. Je vous souhaite un bon retour, de bonnes vacances. Et je propose que nous poursuivons nos débats pour ce conseil avec, et en cédant la parole à Monsieur Bernard Évrard, pour la création de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. À vous, Monsieur Évrard. Merci, Monsieur le maire. D'une loi numéro 2005-102 du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées. Du Code général des collectivités territoriales et notamment son article L 2143-3, considérant que l'article L 2143-3 impose à toutes les communes de 5000 habitants et plus la création d'une commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées. Considérant que cette commission est chargée de dresser un état des lieux de l'accessibilité du cadre bâti existant, de la voirie, des espaces publics, des transports, d'organiser le recensement de logements accessibles aux personnes handicapées, d'établir un rapport annuel présenté en conseil municipal et transmis aux représentants de l'État dans le département, au président du conseil général et à tous les gestionnaires concernés, et de faire toute proposition utile de nature à améliorer l'accessibilité existante. La commission aura également pour mission de se prononcer sur l'ADAP, qui consiste en un programme global de mise en accessibilité du patrimoine classé ERP,
formalisé sous la forme d'un plan pluriannuel d'action optimisée. S'agissant de son fonctionnement, il est rappelé que la Commission a un rôle consultatif et non pas un pouvoir décisionnel. Considérant que cette commission doit être composée notamment de représentants de la commune, d'associations d'usagers, d'associations de représentants des personnes handicapées qui sont désignés par Monsieur le maire, lequel préside également sa commission. Il est proposé au conseil municipal de créer la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées et de préciser que la liste des membres de la commission communale pour l'accessibilité aux personnes handicapées sera fixée par un arrêté du maire, conformément aux dispositions de l'article L. 2143-3 du Code général des collectivités territoriales. Monsieur le maire. Merci, Monsieur Évrard, pour la présentation de cette délibération dont chacun connaît l'importance à partir de la volonté qui est la nôtre et de l'ensemble des services concernés à différents domaines, notamment l'État. C'est une étape nouvelle que nous allons franchir avec donc le principe de se mettre d'accord sur, eh bien, comme on dit, cette commission. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, je vous en prie. Donc, mon collègue Francis Poirier n'est pas là, c'est moi qui vais me faire son porte-parole sur ce sujet qui lui tient particulièrement à cœur. On est assez perplexe en fait, parce que sur ce sujet-là, finalement, on crée une commission, c'est très bien, c'est une obligation légale, mais au final, il n'y a pas de projet concret qui émerge, il n'y a pas d'avancée concrète qui avance sur la ville, sur ces projets-là. C'est quand même un petit peu regrettable. Que ce soit sur l'accessibilité au PMR au niveau des bâtiments publics ou pareil sur le logement. Donc, d'ailleurs, je pense que vous deviez nous faire un point peut-être sur les logements PMR pour lesquels vous avez refusé le permis de construire, pour lesquels le tribunal administratif a cassé votre décision. Et puis également sur le sujet, Monsieur Poirier, vous avez un petit peu titillé la fois dernière sur le fait qu'il fallait 2 ans pour faire le projet du parvis de l'hôtel de ville en accès PNR. Et là, malgré la présence d'un maître d'œuvre, malgré un appel d'offres sur les travaux d'un projet que vous nous avez présenté la fois dernière, le marché s'avérait infructueux, donc probablement mal préparé. Et du coup, on reprend encore plusieurs mois de retard sur ce projet-là. C'est quand même regrettable. À chaque fois, c'est pas vous qui ne pouvez pas utiliser cet accès PNR. Et chaque mois de retard est préjudiciable. Bien, vous en avez terminé. On est soucieux et on ne s'est pas contenté de parler. On a réalisé pour l'accessibilité des personnes handicapées. Hein. La vie n'est pas toujours un long fleuve tranquille, malgré nos difficultés financières. Je tiens à rappeler qu'actuellement, cette salle des mariages, il a fallu notre arrivée pour que, bien, comme on dit, toutes les familles qui se marient et qui viennent avec énormément de population, de gens, puissent accéder au mariage. J'étais dans l'embarras, vous vous doutez, quand il y avait un mariage qu'il fallait, comme on dit, pour la mamie, le papy ou le jeune enfant handicapé moteur devoir faire monter, comme on dit, le fauteuil roulant à l'étage, comme c'était le cas auparavant, avant notre arrivée. On a donc mis cette pièce, cette salle, conseil municipal, de conseil à disposition des mariages, des baptêmes républicains, des conférences, qui est mise, comme on dit, et accessible à toutes les personnes à mobilité réduite. 2, c'est dans le projet de la maison des associations, sur lequel on aura l'occasion de revenir, qui est un projet innovant, qui rentre dans le cadre des nouveaux projets d'aménagement du territoire, avec là un ascenseur qui sera à disposition, notamment. 3e, c'est le parvis de la mairie, hein, qui va de l'entrée de l'ancienne conciergerie jusqu'à cette salle, qui est là aussi mise, qui sera mise à disposition pour les personnes à mobilité réduite. À cela, je peux ajouter notamment ce qui se rapporte au collège. Je n'y reviens pas sur l'investissement qu'a représenté le département, 18 millions d'euros, dont uniquement à notre charge 450 000 euros. C'est le lycée d'enseignement professionnel,
c'est la place pour handicapés, pour les véhicules, pour le stationnement, qui partout dans les villes pose problème, et nous avons favorisé le développement notamment de ces places, sans oublier, ça vous fait rigoler Madame Dupont, mais il y a également la salle du Caillou et la salle Aragon. Je ne rigole pas en ce qui me concerne dès lors où il s'agit de traiter, comme on dit, la place des personnes handicapées, quel que soit le handicap. Nous, en ce qui nous concerne, je le répète, on ne s'est pas contenté de parler ou critiquer, on a réalisé, et nous allons poursuivre notre bon travail sans oublier l'Église, et notamment les deux églises qui sont là aussi et qui permettent, suite aux travaux que nous avons et sur lesquels nous sommes intervenus en tant que municipalité, permis l'accessibilité aux personnes à mobilité réduite. Tout cela pour dire qu'il y a un bilan, certes, il reste à faire, et nous allons poursuivre, comme on dit, sur notre lancée. Après cette présentation, je vous propose maintenant de passer au voix. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, je vous remercie de cette unanimité. Et nous passons ensuite avec une délibération suivante qui se rapporte à la au tableau des effectifs et donc du personnel. Alors, par délibération du, bien entendu, 21 novembre 2013, notre conseil municipal a délibéré sur le tableau des effectifs pour tenir compte, comme je l'évoque souvent, des possibilités d'avancement de grade, de promotion interne, de réussite au concours et examen professionnel, pour adapter un certain nombre de postes aux nécessités de service. Un ajustement du tableau des effectifs est nécessaire. Vu l'avis du comité technique paritaire qui s'est réuni récemment et ce, en date du 30 juin 2014, il est proposé au conseil municipal d'approuver le tableau des effectifs qui a été joint en annexe. Je peux vous dire qu'en ce qui nous concerne, sur le plan des effectifs, cette délib a pour objet, bien entendu, comme je l'ai évoqué, de tenir compte des modifications, des adaptations et des promotions nécessaires. Les effectifs au 1er juillet 2014 sont les suivants. En ce qui concerne les agents de droit public, titulaires 191 agents, en CDI 17 agents, en contrat à durée déterminée 43 agents. Sur le plan des chantiers d'insertion et CUI 16 agents, les emplois d'avenir 8 agents, ce qui représente un total pour notre ville de Marly de 275 agents, soit 225 ETP,35. Sur les 43 contrats à durée déterminée, 10 sont en remplacement d'agents indisponibles, 11 sur emploi non pourvus par voie statutaire et 22 contrats saisonniers ou accroissement temporaire d'activité. J'en ai terminé avec ces éléments sur la modification du tableau des effectifs. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Platel-Tulin. À vous. Juste une remarque, Monsieur le maire. Si on couple le tableau des effectifs avec le bilan social, on voit que 78% des fonctionnaires à Marly ont plus de 40 ans et qu'on a une accidentologie qui est quand même assez importante puisque ça touche 27% des fonctionnaires. Je voulais savoir pourquoi vous ne recourez pas au contrat d'apprentissage, qui serait quand même la manière de former des nouveaux fonctionnaires avec l'expérience de ceux qui sont employés actuellement. Et pourquoi on n'a pas beaucoup plus de formation, puisqu'actuellement, on a un jour de formation par agent qui pourrait éviter d'avoir autant d'accidents du travail sur notre commune. Merci. Il y a d'autres demandes d'intervention? Rita. Mademoiselle Canas, excusez-moi, chère Rita. Simplement, je voudrais quand même intervenir sur deux choses. Par rapport je pense que le maire va répondre par rapport au contrat d'apprentissage. Monsieur le maire, vous savez que ça a un coût et que vous êtes, Madame Platel, vous regardez bien l'actualité. Vous avez vu qu'il y a des mesures aujourd'hui prises par le gouvernement pour développer les contrats d'apprentissage, y compris dans la fonction publique, et pour l'instant d'État.
et que donc les mesures pour accompagner une collectivité, vous avez raison, ça peut être un outil de GPEC, de gestion prévisionnelle des effectifs, mais pour que ce soit un outil qui soit adapté à la ville de Marly, il faut aussi que la ville de Marly soit accompagnée en matière de coûts. Et aujourd'hui, que ce soit l'État, la région, le département, sont en train de réfléchir sur cette politique. Donc on est en attente au niveau de ça. Par contre, vous avez raison par rapport, ça fait une journée, mais si on regarde bien, excusez-moi, mais par rapport à la formation, vous vous apercevrez que plus de la moitié des effectifs de cette ville, ce sont des agents de catégorie C qui vont en formation. Donc il y a un effort conséquent qui est fait sur les agents de catégorie C, donc certainement sur les services techniques, sur tout ce qui est en utilisation de machines ou au niveau espace vert ou autre. Donc moi je pense que c'est assez conséquent, c'est peut-être insuffisant, mais dans toutes les collectivités, on est revenu de loin. Vous êtes passé dans le sapin puisque vous avez connu ça. Donc aujourd'hui, et en plus les demandes de formation, c'est deux parties. C'est soit l'employeur et donc la ville qui considère avec le directeur du service technique ou d'autres, notamment aussi au niveau de l'animation, que la personne, l'agent a nécessité pour le service public, pour rendre un service public pour l'objectif du service, d'aller en formation, mais c'est aussi une démarche volontaire. Et aujourd'hui, c'est une généralité. Quand vous regardez le rapport d'activité du conseil du CDG 59, donc du centre de gestion 59, qui régit la formation des agents de la fonction publique dans le Nord, on s'aperçoit qu'il y a une grande difficulté pour les agents, quelles que soient les collectivités, d'y aller, parce qu'il y a un frein intellectuel, un frein sur la mobilité, simplement. Donc aujourd'hui, quand même, il fallait le noter. Je vais vous faire remarquer. Merci mademoiselle Canas pour ces éléments de réflexion. Je compléterai par un seul chiffre qui contrarie vos affirmations. C'est qu'en 2013, il y a eu exactement 81 personnes qui ont bénéficié d'une formation ici même à Marly. Comme quoi la volonté est aussi au rendez-vous en ce qui nous concerne pour créer les conditions de favoriser la formation de nos agents. Sur ce, je propose que l'on passe au voix sur ce nouveau tableau des effectifs. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, en vous remerciant de cette nouvelle unanimité. Je passe ensuite avec la délibération qui se rapporte à l'autorisation de signer les marchés publics. Comme vous le savez, ma compétence en matière de marché public est limitée à un seuil de 207 000 € hors taxe pour la signature des marchés publics et à 5% du montant initial du marché pour les avenants. 3 procédures sont soumises à votre vote aujourd'hui. Tout d'abord, le marché d'entretien des espaces verts de divers secteurs de la ville. Deuxièmement, le marché des travaux de voirie pour l'avenue de la Paix. Il s'agit du second segment, de la deuxième tranche. Troisièmement, les avenants au marché de travaux et d'insertion relatifs à l'opération de réhabilitation de la maison des associations. Tout d'abord, pour le marché d'entretien des espaces verts. Le marché précédent arrivant à échéance, il était nécessaire d'organiser une nouvelle consultation. Le présent marché concerne diverses prestations d'entretien des espaces verts de la ville, notamment les tontes au quartier des Floralies et de la Briquette, l'entretien des stades ainsi que des groupes scolaires. Enfin, afin de bénéficier de meilleurs prix et de garantir un service toujours plus performant auprès des habitants, le marché conclu cette année est prévu pour 1 an et ce renouvelable 3 fois, soit 4 années maximum. Le marché a été lancé sous la forme d'un appel d'offres ouvert sur le plan européen. Il comprend une action d'insertion par l'économie obligatoire, c'est-à-dire qu'il y aura des emplois de personnes présentant des difficultés sociales ou professionnelles particulières pour la durée du marché. Notre commission d'appel d'offres réunie le 8 juillet 2014 a jugé en ce qui la concerne économiquement la plus avantageuse l'offre de la société ID Verdé, c'est-à-dire l'ex-société ISS, qui est située au 653 avenue Kennedy à Bouchain.
Le second marché de travaux de voirie se rapporte à l'avenue de la Paix, comme je vous l'ai évoqué précédemment, c'est la deuxième tranche. La ville s'est ici engagée dans le projet de réfection de la voirie et des trottoirs de cette avenue. Ces travaux permettront ainsi de réaliser des abaissements de bordures et des québus adaptés aux personnes à mobilité réduite. De plus, l'offre de stationnement sera renforcée. Ces travaux sont réalisés ici sur une durée de 3 années budgétaires. Enfin, la rénovation est donc réalisée en 3 parties. La première partie située, comme ça a été le cas, entre l'avenue Henri Barbus et la place Rabelais, qui a été réalisée au cours de l'année écoulée, 2013. Elle a permis de rénover la chaussée, les trottoirs, les bordures et de créer des québus et parkings. La deuxième partie sera comprise entre la place Rabelais jusqu'à la place Diderot, avec également des travaux de réfection de chaussée, de trottoirs et de bordures. Enfin, la troisième partie comprendra des travaux identiques de la place Diderot jusque la rue Jean Jaurès. Alors, la précédente procédure concerne la deuxième partie. Le marché est composé d'un lot unique. Il comprend une tranche ferme avec des travaux de voirie, assainissement, espace vert et 2 options, avec la réfection de voirie et de trottoirs face au garage, ainsi que la création de stationnement surclassé. Le marché comprend également une action d'insertion par l'économie obligatoire, toujours en y associant, intégrant des personnes présentant des difficultés sociales ou professionnelles particulières, et ce, pour la durée du marché. Notre commission d'appel d'offres, réunie le 8 juillet 2014, a ici jugé économiquement la plus avantageuse l'offre de la société Sorio TP qui est située au 44 rue Laudieu à Aspres, et ce pour un montant de 186 433 € et 90 centimes, soit 223 720 € et 68 centimes. Option 1 et 2 inclus. Le délai d'exécution des travaux est de 32 jours ouvrés, inclus la période de préparation. Troisième marché, il se rapporte aux avenants des travaux et d'insertion relatifs à l'opération de la réhabilitation de la maison des associations. C'est un chantier qui est une dynamique sur le plan de notre communauté d'agglomération, Valenciennes Métropole. Dynamique, exemplaire, c'est une première en matière environnementale. Et donc, à partir de là, c'est un marché qui porte sur la réhabilitation du bâtiment, qui s'articule sur 3 axes primordiaux. Tout d'abord, la mise aux normes thermiques et d'accessibilité. Deuxièmement, la mise en œuvre d'un éco-carte chantier. Troisièmement, la mise en valeur de la thématique environnementale dans le bâtiment, avec tout ce qui touche à des valeurs telles la communication ou l'éducation. Les silos ont été notifiés aux entreprises le 12 décembre 2013. Cependant, lors de la phase de démolition du chantier, après mise à nu complète de l'ossature du bâtiment, il a été constaté la présence d'une mérule supplémentaire, le mauvais état des pièces d'appui des châssis existants, l'insuffisance des linteaux existants, le mauvais état de certaines maçonneries et de l'ossature, du plancher et du rez-de-chaussée, la hauteur insuffisante sous couverture nécessaire à la réalisation de la cage d'ascenseur. Par ailleurs, lors de la présentation du projet au service de sécurité, ceux-ci ont demandé des planchers de feu entre chaque niveau. Il est donc nécessaire de conclure un avenant sur les lots suivants. Lot numéro 1, ça se rapporte à la démolition aux gros œuvres avec la société Mazzolini. Il est conclu à un montant de 13 826 062 € hors taxe, soit 8,80% du montant initial. Le lot 2, se rapportant à la charpente et la couverture avec la société MRB, Caloresco, Compagnon du Bourg en sous-traitance. Il est conclu ici pour un montant de 11 214 054 centimes d'euros, hors taxe, soit 10,77% du montant initial. Les travaux de peinture, sol souple, plâtrerie, 11 214. On est d'accord.
Monsieur Marolo, sa présence est indispensable. Il ne s'agit pas, vous m'avez bien compris, de 11 millions, mais de 11 214 euros et 54 centimes d'euros. Vous avez raison. Une fois de plus, on se retrouve. Alors à ça s'ajoutent les menuiseries bois intérieur, menuiseries aluminium extérieur, gestion des déchets de sentier qui font partie intégrante de cette opération et qui servent de support à des marchés d'insertion et de qualification et à travers, là aussi, toujours l'insertion des personnes confrontées aux dures réalités de la vie active. Le projet a été mené avec le concours de la Maison de l'Emploi. Les 4 mots ont été notifiés aux entreprises le 12 décembre 2013. Au vu des éléments que je viens d'exposer, la ville a demandé des travaux supplémentaires à l'association Espoir. Il est donc nécessaire de conclure ici un avenant sur le lot numéro 2, menuiserie bois, plâtrerie, faux plafond, avec l'association Espoir. Il est conclu pour un montant de 15 913 euros et 49 centimes, hors taxe, soit 18,39 du montant initial, et je vous propose de m'autoriser, ou M. Caillé, notre adjoint en finance, pour le cas échéant, eh bien, de pouvoir signer notamment ces marchés et d'imputer ces dépenses au compte correspondant dans la limite du budget voté. Le débat est ouvert sur notamment ces décisions adoptées en commission d'appel d'offres. Qui demande la parole? Oui, allez-y, monsieur Verfeuille. Merci. Tout d'abord, une première remarque, c'est sur une question de forme. Ça pourrait être intéressant qu'on puisse se prononcer sur les marchés un par un, en fait, parce que je pense qu'on peut avoir des avis différents sur les différents marchés, plutôt que de voter pour ou contre l'ensemble des différents marchés qui nous sont proposés. Ensuite, sur le fond, pour les 3 procédures, sur les espaces verts, vous connaissez ma position sur le sujet, on a eu l'occasion de la rappeler pendant la campagne et puis de s'en expliquer déjà ici, mais vraiment, je trouve que c'est très dommage de faire appel à une société extérieure et de traiter nos espaces verts de cette manière-là, alors qu'on pourrait le faire par les employés de la ville, par des associations d'insertion plus locales, et donner des contrats à des personnes de la ville qui sont dans des situations de précarité. Je trouve ça vraiment regrettable que ce ne soit pas le cas. J'ai rien contre Bouchain, mais qu'on fasse de l'insertion avec les jeunes de Bouchain, je préférerais qu'on fasse avec ceux de Marly. Mais bon. Ça, je pense que c'est un point de vue sur lequel on diverge foncièrement, et il faudra attendre des évolutions ultérieures pour que ça change. Sur le marché de l'avenue de la Paix, pas grand chose à dire. Simplement savoir si depuis notre commission d'appel d'offres vous avez eu une réponse du CITUR par rapport à l'emplacement du quai bus ou pas, on avait évoqué, parce que le CITUR n'avait pas encore répondu. Et là actuellement, pendant la période, on va dire, transitoire, sa situation est assez dangereuse et problématique pour les riverains. Et on ne sait pas encore si finalement l'emplacement qui a été proposé par l'architecte sera validé ou pas par le CITUR. Pour le 3e point sur la maison des associations, bon là c'est des avenants pour les travaux. Une fois de plus, on constate que vous avez des problèmes avec vos maîtres d'œuvre et vos architectes, parce que vous retrouvez avec des avenants sur des linteaux de fenêtres, des maçonneries ou la réalisation de la cage d'ascenseur. C'est quand même un petit peu bizarre qu'il n'ait pas réussi à voir ça avant. Peut-être qu'il faudrait penser à changer de prestataire. Et puis plus généralement sur cette maison des associations, on va approcher le million d'euros pour faire une maison des associations qui n'est pas très grande, pas très bien placée. Je ne sais pas trop comment elle va être utilisée, par qui. Je trouve que vraiment on avait peut-être mieux à faire de l'argent public que de réaliser cette maison des associations. Peut-être qu'il fallait la faire à un autre endroit, reprendre un bâtiment, refaire un bâtiment neuf qui aurait pu être peut-être plus spacieux et plus facilement utilisable pour plus d'associations. Bien, quelques éléments d'appréciation. Tout d'abord sur votre demande d'aller vers un vote séparé. Vous verrez notre esprit d'ouverture, il y aura un vote séparé effectivement. Deuxième aspect concernant les espaces verts, bon, vous avez eu déjà l'occasion d'évoquer cette question. 75% de ceux qui touchent dans la ville
aux espaces verts et aux tontes sont assurés par les services de la ville, et uniquement 25% dans le cadre de la sous-traitance. Voilà, je vous donne ces deux chiffres, je ne rentre pas plus dans le détail, on pourra toujours dire c'est plus, c'est moins. Bon, il y a une volonté qui est la nôtre, d'abord de créer les conditions pour que le personnel, qui est au nombre de 33, puisse assumer ses responsabilités. Deuxièmement, c'est notre collègue Jérôme Léman, qui va nous rejoindre par la suite, si son emploi du temps le permet, évoquer le fait que dès lors où nous, eh bien, on assume, comme on dit, ces travaux en régie, ça nécessite non seulement des emplois, mais à ça se greffe, c'est du matériel, c'est la logistique, et donc toute une série de dépenses qui se greffent, et à partir de là, qui nécessitent et qui entraînent notamment un certain coût. D'ailleurs, je laisserai bien volontiers, s'il en est d'accord, la parole à M. Évrard, notre adjoint aux travaux à l'urbanisme, qui s'est fait fournir par nos services financiers et techniques quelques données qui démontreront le bien fondé de notre démarche, notamment sur ces marchés. Troisièmement, par rapport à la CAO, votre demande, bon, on n'a pas attendu, hein, ça fait un moment que ce dossier est en gestation concernant la réalisation du Québus dans le cadre de l'avenue de la Paix. Il est actuellement, eh bien, dans le cadre de la gestion, tout est parti au CITUR, j'ai relancé en ce qui me concerne, je sais que vous êtes engagé à le faire, je vous en remercie. Tout simplement, c'est qu'il y a des questions qui se greffent, là aussi à la sécurité routière, à l'emplacement, à un certain nombre de critères qui sont de compétences du CITUR et qui amènent le CITUR à réfléchir sur notamment ce futur projet et la future réalisation de ce Québus. Et nous sommes, en ce qui nous concerne, en attente dans le cadre de la rénovation de toute cette voirie. Troisièmement, concernant la mise des associations, bah oui, on rénove, il faut faire du neuf, on fait du neuf, il faut rénover, on connaît le jeu. Ça fait 31 ans que je suis élu. Ça, j'ai entendu ce discours un peu partout. Hein. Alors je le prends avec détente parce que les vacances approchent en même temps. Hein. Mais ceci étant, on est dans un projet de 800 000 €, ce qui est important. Et je tiens à le rappeler, c'est que beaucoup de communes, beaucoup de collectivités locales voudraient bien bénéficier notamment de tous ces soutiens, de toutes ces interventions financières. Mais ce dossier actuellement, je peux affirmer qu'il sera financé à hauteur de près de 50%, exactement 46%, par la communauté d'agglomération Valenciennes Métropole. 2, par le Conseil général du Nord dans le cadre de sa politique qui touche au VDAN. 3, par l'ADEME. Et quatrièmement, par une intervention, je le remercie officiellement et très solennellement, du petit frère, du grand frère, Éric Bocquet, qui est l'un de nos sénateurs dans ce département du Nord, avec une intervention, une enveloppe de 15 000 €. Alors tout ça, bon, ben, on aura une nouvelle maison, il y aura l'accessibilité, il y aura l'ascenseur, et puis à partir des moyens qui sont les nôtres, on a au moins le mérite et le courage, je tiens à le rappeler, et c'est pas Madame Thuin qui va me démentir, avec notre arrivée, je tiens à le remettre en mémoire, on a au moins rectifié un aspect qui n'est pas négligeable, c'est que quand tous ces terrains de la Ronelle ont été vendus à GHI, sous l'ancienne mandature, on avait y compris, comme on dit, légué la maison des Assos à GHI, qui était devenu propriétaire. Et heureusement qu'avec notre esprit constructif d'ouverture, qu'avec ce bailleur social, on a pu créer les conditions pour, comme on dit, réparer l'erreur et faire en sorte que ce bien, qui a toute une grande et belle histoire, qui va être maintenant légué au milieu associatif, et ils sont une centaine, notamment, ça me permet de le rappeler dans notre ville, une dizaine nouvelles d'associations ces dernières années, d'avoir un outil qui va permettre de pouvoir fonctionner dans d'autres conditions. Voilà, 800 000 € d'investissement, 46% de travaux. Alors après, vous savez, moi je ne connais pas beaucoup de commissions d'appel d'offres où il ne s'est pas produit une fois d'être confronté sur le chemin des investissements, des travaux, à des problèmes techniques qui ne sont pas toujours saisissables des mains. Et ce, c'est valable dans toutes les institutions et quelles que soient les sensibilités politiques. J'ai vécu à la région, j'ai vécu au département, j'ai vécu dans d'autres institutions sur le plan national. Ce sont des problèmes qui sont liés à la vie courante. Hein, je rappelle que, si je ne me trompe, que cet avenant ne représentera que 6,7% de l'ensemble du marché.
Sur ce, j'en ai terminé, je propose que l'on passe aux voix par des votes séparés. Ah, monsieur Évrard, j'ai oublié de vous donner la parole. Allez, un mot à monsieur Évrard. Oui, monsieur Verfeuille, vous répétez, vous nous reprochez souvent de répéter la même chose, mais sur la maison des associations, je vous avais expliqué pourquoi ils ne les avaient pas vues. C'était des maisons construites à l'ancienne où il fallait tout déplâtrer et si je me souviens bien, je vous l'avais dit à ce moment-là. Concernant les québus, vous avez eu le plan et je peux vous rappeler quand même à un certain moment que M. Lefebvre Alfred, qui était à la commission d'appel d'offres, il vous a rappelé 2 fois un petit peu les lois des marchés. Vous ne saviez pas s'il fallait juger une entreprise ou juger une offre. Si, monsieur. Non, faites pas semblant, monsieur Verfeuille. 2 fois. Ensuite, je vois que monsieur Dupont il a fait un geste. Je vais vous dire ce que monsieur Dupont, au début qu'on a été élu, au tout début, il est venu me voir en me demandant de faire un viaduc au-dessus de la Ronelle pour pouvoir sortir un lotissement chemin d'Aulnois. Alors, je peux me permettre de vous dire que ça m'a fait rigoler à ce moment-là. Alors, ensuite, simplement pour vous parler, j'ai fait faire par l'étude des services. La tour des Floralies, ça représente 6 personnes à 7 heures pendant 20 jours. Ça fait 840 heures à 16 € de l'heure. La décharge, je pense que je ne me trompe pas beaucoup sur la faillite. Ça fait 13 440. Là-dessus, comme monsieur le maire l'a dit, vous avez le matériel, l'essence, les casses. À une certaine époque, quand on était pire, on était à plus de 60 000, aux alentours de 60 000 € de casse, M. Caillé pourra vous confirmer, et l'élimination des déchets verts qu'il fallait emmener à Fresnes, qui nous coûtait, c'est-à-dire qu'une tonne au Floralis, ça coûtait à la commune environ 17 000 €, entre 16 000 et 17 000 €. Il faut savoir que l'entreprise nous les fait à ce jour à 3 100 €. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et vous avez tout le temps l'air de dire qu'on répète la même chose, mais vous êtes bien en commission d'appel d'offres et vous avez posé les questions, et je crois que tout le monde vous a répondu ce jour-là aux questions que vous avez posées. Voilà. Merci monsieur Évrard. Monsieur Mamolo, Alain. Monsieur Verfeuilly. Juste une petite précision pour vous rassurer dans le cadre de l'occupation de la maison d'association. Si le premier étage et le deuxième étage seront occupés par des associations, le rez-de-chaussée, il sera une grande partie, il y aura une salle de réunion, une salle de... Vu qu'avec toutes ces maisons qu'il y a autour, il y aura certainement des associations qui vont se créer, il y aura certainement des demandes pour faire des réunions, pour faire des assemblées générales, donc il y aura une grande salle, et il y aura aussi un projet qui nous tient à cœur, c'est un point info-jeune. Je pense que ça manquait à Marly. Donc le rez-de-chaussée sera dédié à une salle de réunion, une grande salle de réunion pour l'ensemble des habitants du quartier, et un point info-jeune. Voilà, M. Verfeuilly, à quoi va servir en gros cette maison d'association. Voilà. Bien. Alors, avant de passer au vote, je voudrais rappeler, on est tous intervenus, je propose qu'on passe au vote. Non. Je rappelle le règlement intérieur, il est prévu une intervention par groupe. Alors, je vais vous céder la parole, mais il faut qu'on s'habitue, c'est comme ça qu'on fonctionnait nous-mêmes, qu'on est en opposition. Alors, comme ce règlement a été adopté à l'unanimité, je suis pour qu'on le respecte. Ceci étant, chez la période des vacances d'été, et je pense qu'on est tous détendus, alors un mot et ensuite j'interviens pour passer au vote. Ok, merci beaucoup. Non, simplement pour dire à M. Évrard qu'il y a une différence entre la commission d'appel d'offres et le conseil municipal, parce que le conseil municipal est public, donc il y a certains éléments que je porte à la connaissance de l'ensemble des citoyens, alors que la commission d'appel d'offres, c'est une discussion entre nous et les services présents. Ça, c'est le premier point. Et par rapport au financement de la maison des associations, dites que voilà, ça coûte certes cher, mais qu'il y en a la moitié qui est financée par des fonds qui viennent d'autres collectivités. Je veux bien l'entendre, il n'y a pas de problème, mais je pense que
une fois n'est pas coutume, je vais faire une citation d'une grande dame qui, je pense, doit faire partie de vos muses en politique, c'est Margaret Thatcher, qui disait que l'argent public n'existe pas, il n'y a que l'argent des contribuables. Et ça, je pense qu'il ne faut pas l'oublier. Bien, je prends note de votre remarque, Monsieur Verfailly. Ça me permet de vous rappeler, vous qui étiez assistant de Monsieur le maire de Valenciennes, notamment pendant toute une période. Je rappellerai que le stade du Hainaut, au départ, vous avez plaidé pour faire du neuf la maison des associations. Le stade du Hainaut, eh bien, il était de 40 à 45 millions au départ et on atterrit à 70-80 millions d'euros. Tout cela pour dire que les avenants, il y en a partout et que parfois ça coûte cher à la collectivité. Sur ce, je propose que l'on passe au voix. Nous passons d'abord au premier marché d'entretien espace vert de la ville de Marly, sur lequel a été décidé de le confier à la société ID Verde. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, 1, 2, 4, 6, 7. Alors 7, vous n'avez pas de procuration, vous, madame? Donc on est à 8 voix. Alors 8 voix. Le projet de la commission d'appel d'offres adopté par celle-ci est adopté par notre assemblée municipale. Deuxième dossier, les travaux de voirie tant attendus par nos concitoyens de l'avenue de la Paix depuis des décennies. 1. Marché attribué à l'entreprise Sorio. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, merci d'unanimité. Et nous terminons avec la maison des associations, qui sera un bijou pour le milieu associatif, qui est un véritable musée. 2. Pour notre jeunesse, comme l'a rappelé Alain Mamolo, un projet d'avenir sur le plan environnemental. Celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, je vous remercie de cette majorité. Nous passons ensuite avec pour nos délibérations le transfert d'office dans le domaine public communal des rues de la Libération, de la Victoire et de la Résistance. Monsieur Évrard, à vous. Merci, monsieur le maire. Les rues de la Libération, de la Victoire et de la Résistance sont depuis leur création des voies privées ouvertes à la circulation publique. L'assiette foncière de chacune des voies appartient à chaque riverain. Par délibération du 21 novembre 2013, le conseil municipal s'est donc prononcé favorablement sur la régularisation de leur situation juridique et a approuvé le principe de leur transfert d'office dans le domaine public communal, conformément aux dispositions de l'article L. 318.3 du Code de l'urbanisme. Par un arrêté municipal numéro R 2014-089 en date du 2 avril 2014, Monsieur le maire a donc prescrit l'ouverture de l'enquête publique et désigné un commissaire enquêteur. L'enquête publique s'est déroulée du 12 mai au 27 mai 2014 inclus. Le commissaire enquêteur a tenu 3 permanences en mairie et un registre d'enquête publique a été mis à disposition du public. Une notification individuelle en lettre recommandée avec avis de réception du dépôt du dossier en mairie a été faite à l'ensemble des propriétaires concernés, 204 propriétaires, 15 jours avant l'ouverture de l'enquête publique afin de les informer de la procédure en cours. Durant l'enquête publique, aucune observation n'a été inscrite au registre et aucun courrier n'a été adressé à monsieur le commissaire enquêteur. Le commissaire enquêteur a donc émis dans son rapport daté du 30 mai 2014 un avis favorable sans réserve ni recommandation au projet de transfert d'office dans le domaine public communal des rues de la Libération, de la Victoire et de la Résistance. Il est donc proposé au conseil municipal de se prononcer sur le transfert d'office dans le domaine public communal, conformément aux dispositions de l'article L. 318.3 du Code de l'urbanisme, des parcelles reprises au tableau annexé à la présente délibération, d'une contenance de 7230 m² et d'une longueur totale de 779 mètres linéaires, formant les terrains
formant les terrains d'assiette des rues de la Libération, Victoire et de la Résistance. D'approuver les plans visant les parcelles, objet du transfert et valant alignement établis par M. Michel Bon, géomètre expert, et d'autoriser M. le maire à signer tout document nécessaire à cette procédure. Voilà. Merci, monsieur Évrard. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, allez-y. Petite remarque simplement pour à mon tour féliciter de cette avancée qui va être, je pense, très bénéfique. Les habitants m'avaient fait beaucoup de remarques sur ce sujet-là pendant la campagne quand on était en porte-à-porte dans ces quartiers et ils souhaitaient vraiment que ça se fasse et du coup c'est une très bonne chose que ce transfert de propriété se fasse. Bien. Pour mémoire, ça fait plus de 2 ans que nous avions notamment engagé la concertation et toutes les démarches administratives pour pouvoir aboutir à cette soirée. On va pouvoir délibérer. Un événement à saluer. Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, abstention. Merci de cette confiance. Et nous passons ensuite toujours, M. Évrard, de nouveau, je vous cède la parole pour l'acquisition et le classement dans le domaine public et privé communal d'une portion des voiries et espaces verts du site Marly Industrie. On est donc sur le secteur de la Rhônelle, dans le cadre d'une convention relative au transfert de jouissance des espaces verts préalablement au transfert de propriété. À vous, M. Bernard Évrard. Merci, monsieur le maire. Dans le cadre du nouveau quartier de Marly Industrie, la SE du Hainaut a sollicité la commune en vue d'acquérir et de classer dans le domaine public et privé communal une partie des voies, réseaux, espaces verts du site actuellement achevé. Par ailleurs, la SE du Hainaut, qui a entretenu les espaces verts durant les travaux, ne peut plus répondre aujourd'hui aux attentes des habitants du quartier et sollicite donc également la commune pour transférer par anticipation l'entretien des espaces verts en attendant la signature des actes notariés du transfert de propriété. Il est proposé au conseil municipal de vous prononcer favorablement sur l'acquisition moyennant l'euro symbolique des parcelles reprises au tableau annexé de la présente délibération, constituant l'assiette foncière des voies et des espaces verts d'une partie du site Marly Industrie, d'autoriser l'incorporation du domaine public communal des parcelles à usage de voiries d'espace de stationnement et d'espaces verts dont la liste est annexée à la présente délibération et représentant 1239 mètres linéaires conformément aux dispositions de l'article L143 du Code de la voirie routière et d'autoriser M. le maire à signer l'acte de transfert de propriété et toutes les pièces nécessaires à cette opération, étant précisé que les divers frais liés à ces actes notariés seront à la charge de la SA du Hainaut. D'autoriser M. le maire à signer la convention annexée à la présente délibération relative au transfert de jouissance d'une partie des espaces verts préalablement au transfert de propriété par acte notarié. Voilà, M. le maire. Merci, M. Évrard, pour cette présentation. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui. Oui, une petite interrogation en fait, puisqu'ici on se préoccupe beaucoup des économies qu'on fait sur l'entretien des espaces verts. Pourquoi est-ce qu'ici on en récupère par anticipation alors que c'est encore à la SE du Hainaut qui en a la propriété et donc qui est censé en avoir l'entretien également? Monsieur Évrard, à vous. Oui, c'est-à-dire que les constructions ont commencé maintenant depuis plus de 5 ans, donc c'est une obligation à un certain moment de reprendre dans le domaine public les voiries et les espaces adéquats. Il y a plus de 5 ans. Ça, oui, mais pourquoi est-ce qu'on reprend maintenant l'entretien ces œuvres-là, il y a plus de 5 ans qui sont bâties. Le problème, c'est que, je vais vous dire, déjà, rien que ça, mon prédécesseur, il avait dit, ce secteur-là, il faut faire une ZAC.
Ça n'a pas été fait. On a hérité, ça n'a pas été fait de date. Donc ils ont fait en partie individuelle. Et là, c'est pas de notre faute. S'il y avait eu une ZAC dès le départ, on n'aurait pas été ennuyé. Voilà, voilà. Alors, je propose que l'on passe aux voix. Celles et ceux qui sont pour, le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, merci de cette confiance unanime. Nous passons ensuite, bien volontiers, avec la parole que je vais accorder à Madame Rita Canas dans le cadre du règlement intérieur se rapportant à la gestion des temps d'activité périscolaire. À vous, Rita. Merci, monsieur le maire. Alors, le conseil municipal est informé donc aujourd'hui par le règlement intérieur du temps d'activité périscolaire, qui est obligatoire et qui va être applicable à compter du 1er juillet 2014. Donc vous avez à la délibération le règlement intérieur du plan d'activité périscolaire, qui vous est donc en annexe. Je vais vous épargner la lecture intégrale du règlement intérieur, mais rappeler quand même quelques éléments importants par rapport à ces nouveaux rythmes de l'enfant pour la prochaine rentrée scolaire 2014-2015. Donc, je rappelle que le choix de la ville, c'était de faire de la concertation, du dialogue aussi bien avec les enseignants, avec les parents d'élèves, les représentants des parents d'élèves, et puis aussi la CAF et l'Éducation nationale, l'inspection académique, que cette concertation a permis, au vu de l'évolution de la loi, et d'aboutir aujourd'hui pour la prochaine rentrée scolaire, la mise en place de 2 demi-journées de 3 heures. Cette décision ne vient pas de la ville, elle a été décidée et fixée par le directeur académique, comme l'a dit M. le maire en introduction lors du conseil municipal, fixée au mardi et au jeudi. Le mardi pour le groupe scolaire Marie Curie, École Uré Saint-Nicolas, École Louis Michel. Le jeudi pour le groupe scolaire Jules-Henri Langrand, École Nelson Mandela, École Jean Rostand. Qu'un tarif a été calculé, vous voyez à la page 43, qui est calculé par rapport au quotient familial, qui a été défini en concertation avec la CAF, qui va financer aussi ces activités, pour un tarif extérieur de 25 € par enfant, et pour les Marlysiens, pour un tarif qui est de 10 € pour un quotient familial inférieur à 520 € par an. M. Mavolo, 2 minutes. Et il va aller plus vite que moi. Et pour aboutir à 15 € pour un quotient familial qui est supérieur à 901 €. Bien sûr, c'est une participation annuelle de l'enfant et donc est fixée le jour de l'inscription de l'enfant à ce temps scolaire. Qu'est-ce que font ces enfants pendant ce temps d'activité périscolaire? Donc le travail a été entamé. Ce temps, c'est un temps à la fois d'épanouissement de l'enfant où il y a eu 2 aspects, l'aspect pédagogique mais aussi l'aspect ludique qui est traité. Le personnel de l'animation jeunesse, le personnel municipal, le personnel de l'animation sportive va participer pour animer ces temps, mais il y a aussi les professeurs des écoles au niveau des groupes scolaires qui sont mobilisés, et certains d'entre eux vont être mobilisés au niveau de ces temps. L'école de musique de Marly par rapport à des professeurs, l'école de danse, les éducateurs sportifs et aussi certains milieux associatifs. L'inscription donc est fixée, la clôture d'inscription est fixée au 18 juillet. Aujourd'hui, on ne pourrait pas afficher un chiffre précis, donc on attend le 18 juillet la clôture de l'inscription. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise aussi? Que le fait d'avoir fixé 2 demi-journées, la décision, donc je rappelle que le directeur académique a permis à ce que le personnel d'encadrement qui va faire l'animation de ces temps périscolaires va avoir sa durée de travail allongée. Donc il est plus intéressant d'avoir un temps de travail beaucoup plus conséquent. Ce personnel de l'animation jeunesse va faire aussi l'objet de formations supplémentaires, il faut le dire, hein, notamment sur certains axes qu'ils ont fixés au niveau de la lecture. Il y a un travail qui est fait déjà en concertation avec le Conseil général du Nord qui a établi des projets pour les villes, et il permettra peut-être aussi, au vu de l'évolution, de recruter un animateur supplémentaire. Je tiens aussi à dire que, on me demande, c'est que ces temps d'animation vont être à chaque trimestre, c'est-à-dire à chaque reprise, après les vacances scolaires, les enfants auront de nouvelles activités durant ces demi-journées. Donc ça ne sera pas de monotonie tout au long de l'année, il y aura un projet pédagogique. Ces projets pédagogiques sont faits, il y a une corrélation avec les projets des écoles, et on a demandé, puisque aussi les enseignants sont fortement mobilisés, avec les parents d'élèves,
qu'il y ait des créations de spectacles, enfin, de choses de production où les parents pourront voir ce qu'ont fait leurs enfants par rapport à ces temps. Voilà. Merci Madame Rita pour tout ce travail sous l'impulsion notamment de notre collègue adjoint à l'enseignement et à la restauration scolaire, Jules Caillard, qui excusait un peu de vacances, j'allais dire scolaires, un peu de vacances en famille, et donc qui nous conduit après ce vaste champ d'activités que j'ai tenu à impulser, comme elle l'a rappelé notre collègue Rita Canas, ouverture, concertation, et puis maintenant, prise en compte y compris des réalités économiques et sociales des familles, je rappelle, prise en compte avec la carte du quotient familial, un enfant 10 € par an, entre 521 € et 900 € dans le cadre du quotient, 13 € et supérieur à 901 €, 15 €. Dernier aspect pour les extérieurs, bien entendu, 25 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Oui, Madame Costanzo, à vous. Monsieur le maire, j'avais juste simplement une question d'abord sur le règlement intérieur tel qu'il est présenté. Ne tient pas suffisamment compte des cycles d'enseignement. Je veux dire par là que peut-être, c'est une suggestion, c'est une proposition que je soumets, étant donné que le règlement intérieur n'a pas été fourrié pour sa rédaction, donc je fais une remarque en conseil municipal. On aurait pu imaginer un règlement intérieur adapté pour les moins de 6 ans et un autre pour les plus de 6 ans. Première raison à cela, en effet, on parle de cycle en maternelle, ça fonctionne en cycle unique. De plus, les activités proposées pour les moins de 6 ans ne sont pas du tout les mêmes, les ateliers sont forcément différents, le contenu pédagogique de ces ateliers pédagogiques et ludiques, comme vous l'avez souligné, sera différent. Et également en termes d'organisation. La sortie en fin d'étape n'est absolument pas la même, et pas réglementée de la même manière pour les enfants de plus de 6 ans et ceux de moins de 6 ans. Donc il n'est pas si compliqué finalement de revoir le point 4 du règlement intérieur, d'en faire simplement un pour les dossiers d'inscription pour les enfants de moins de 6 ans et un autre pour les dossiers d'inscription des plus de 6 ans, surtout qu'il est spécifié que la signature du dossier d'inscription vaut pour acceptation du règlement intérieur. Donc ça ne demanderait pas beaucoup d'investissement pour améliorer la visibilité de ce règlement intérieur. Vous avez terminé. Pas de demande d'intervention. D'autres? Mademoiselle Rita Canas, je vous laisse le soin d'intervenir. Je vais attendre 2 minutes que M. Morfeuillet ait terminé son discours. Je vous écoute. Ah, je peux faire 2 choses en même temps. Allez. Moi, j'aimerais bien, au niveau du groupe socialiste, que dans le règlement intérieur, ça soit remarqué que les portables et tout ce qui est accès au niveau de l'Internet, on l'arrête. Comment c'est coûte, c'est un conseil municipal. Les réseaux sociaux, vous le faites à 19h30 ou bien après le conseil, c'est terminé. Parce que c'est vraiment fatigant. Ça, je peux vous assurer. Dites-le à votre mère qui quelquefois répond au téléphone pour un conseil. La parole, le débat, c'est M. le maire qui préside. Et Mademoiselle Canas, je vous invite à intervenir. Voilà. Donc, vous avez fait une remarque intéressante, Madame Anzo. Donc, je voulais simplement vous dire que dans le règlement intérieur, qui est un règlement type, où on a encadré les moins de 6 ans et les plus de 6 ans, bien entendu, pour les moins de 6 ans, notamment pour les écoles maternelles, il est prévu tout d'abord un temps de la sieste, puisqu'ils ont un temps. Bien sûr que le gamin qui a 3 ans, il va aller tout de suite à 1h30 dans l'activité. Et donc, il est prévu donc, un temps de sieste et des activités qui sont adaptées au niveau des tout petits. Donc, le règlement intérieur, il est convenu. Aujourd'hui, il est adopté par le conseil municipal, il y aura une évaluation qui est faite. Il a été fait aussi au niveau des activités qui sont organisées, que je vous ai dit tout à l'heure. Les directeurs d'école et les enseignants vont avoir le contenu de ces activités. Il y a tout un travail qui est fait, M. Caillard, comme l'a dit M. le maire, et l'adjoint référent sur ce sujet, et M. Châtelain, conseiller municipal délégué à la jeunesse, et Mme Jalin au niveau de la petite enfance, pourrait aussi l'attester. Il y a tout un travail qui va être fait au niveau du contenu pour les tout petits. Et donc pour faire aussi en sorte qu'il y ait une corrélation, comme j'ai dit tout à l'heure, entre ce qui se fait à l'école et ce qui va se faire au niveau de ces étapes, ces nouveaux temps d'organisation scolaire.
Il y a aussi quand même quelque chose que je voulais dire par rapport à cette organisation qui a fait tellement de débats. C'est que, premièrement, il a été, toutes les études le disent, et il y a eu une unanimité, c'est-à-dire que l'enfant, l'apprentissage le matin, l'enfant est beaucoup plus réveillé, beaucoup plus apte à acquérir de nouveaux enseignements, premièrement, et qu'aujourd'hui, le sondage qui est sorti, c'est que 69% des parents pensent que la concentration des enseignements le matin est bénéfique pour leur enfant, pour l'apprentissage. Aujourd'hui, on est sur un règlement intérieur unique, et bien entendu, il est dans le temps, dans la réalité, il y a pour les moins de 6 ans une activité bien spécifique qui est faite, avec une concertation, je le rappelle, des enseignants qui ont ces enfants le matin. Voilà. Je pense aussi simplement vous dire qu'il y aura une évaluation qui sera faite à mi-parcours, au moment des vacances scolaires de décembre, l'adjoint à l'enseignement, avec les enseignants, avec les parents d'élèves, et puis aussi peut-être aussi une évolution même du règlement intérieur qui reviendra au conseil municipal. Merci, mademoiselle Canas. Dans le même temps, je tiens à rappeler que la volonté qui nous a animés, je propose qu'on avance, je vous ai laissé intervenir. J'ai rappelé le règlement, c'est une intervention par groupe. Alors allez-y immédiatement et ensuite je conclue. Merci, monsieur le maire. Je voudrais simplement, parce que c'était le premier objet de ma question, mais la deuxième partie qui est très importante parce que nous sommes très sollicités sur le terrain par les familles, les parents d'élèves concernant l'organisation, c'est table. Et moi, qu'on puisse dire, même si vous annoncez qu'il y a un travail de collaboration avec les différents partenaires dans le domaine de l'éducation, il est regrettable de constater que l'information n'arrive pas jusqu'aux familles et qu'à l'heure d'aujourd'hui, hélas, encore une fois, les animateurs même de la ville ne sont pas tout à fait au courant de la manière dont les tables seront mises en place. Je suis étonnée également que la commission Petite Enfance en France ne soit pas réunie, ne soit pas convoquée pour faire avancer les choses sur ce terrain-là, qui est un terrain certes difficile, que nous a transmis l'État, c'est un transfert de compétences de l'État qui est nouveau, qui doit être mis en place par la commune, et les animateurs et les encadrants n'ont pas été formés pour ce nouveau type d'organisation. Et je m'étonne tout simplement, là je me fais le relais des parents, de l'opacité quant à l'organisation de ces tables, du contenu pédagogique. Vous avez parlé de collaboration, pourquoi alors avez-vous toujours, depuis le dernier conseil municipal qui date du mois d'avril, vous l'avez demandé pourquoi un projet éducatif territorial n'avait pas été rédigé, alors qu'aujourd'hui, s'il y a autant de collaboration, pourquoi un projet pédagogique clair, affiché, transparent, n'apparaît toujours pas et n'est pas parvenu jusqu'aux mains des parents. Bien. Eh bien, écoutez, contrairement d'abord à vos affirmations, je tiens à rappeler qu'on a été animé par d'abord la place de l'enfant dans le cadre de la formation, comme on l'est déjà depuis quelques années à notre arrivée. Deuxième aspect, c'est ce qui nous a amené à engager une véritable concertation avec toute la communauté éducative, avec tout d'abord les enseignants, deuxièmement les familles, les personnels techniques, les différents services qui se greffent de notre ville de Marly pour aller demain, non pas avec, passez-moi l'expression, du gardiennage, mais justement pour aller vers, disons, une contribution nouvelle pour contribuer à former et à essayer de former au mieux nos enfants. Deuxièmement, la concertation, oui, elle a eu lieu, on s'est adressé sous différentes formes à l'ensemble des familles, à travers notamment un questionnaire, toutes les familles. Troisièmement, il y a eu plusieurs réunions publiques qui ont été organisées avec ou les conseils d'école ou les familles elles-mêmes. Et quatrièmement, en ce qui concerne le règlement, il faut rappeler, cette loi est nouvelle, on va défricher, comme on dit, eh bien, une application nouvelle, et c'est en évoluant qu'on verra, et en avançant, de quelle façon, disons, nous pourrons rectifier les insuffisances. Ceci étant, tous les personnels en ce qui nous concerne sont prêts, des personnels formés, comme l'a rappelé Rita Canas, que ce soit dans le domaine du sport, de la culture, des activités périscolaires les plus diverses, de la petite enfance jusqu'aux plus âgés. Le règlement intérieur pourra effectivement évoluer, on pourra aller vers un bilan d'étape, notamment, pourquoi pas, par trimestre. Et puis, dans le même temps, je suis pour qu'on écoute aussi, dans le cadre de l'évolution et la mise en œuvre de cette réforme, écouter les conseils d'école, les conseils de parents, sans oublier la masse des parents d'élèves,
de façon, eh bien, comme on dit, à rectifier le tir si c'est nécessaire. Je rappelle, et je vous invite à jeter l'œil sur la tarification qui est minime par rapport notamment, et ça je le comprends, hein, tout le monde n'est pas logé à la même enseigne, mais on a fait le choix de prendre en compte les réalités économiques et sociales des familles pour aller vers une tarification qui est basse, comme vous pouvez le constater. Je propose que l'on passe maintenant au voix, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, le projet de délibération du règlement intérieur est donc adopté. Nous passons ensuite avec une série de délibérations qui vont nous être présentées par notre collègue Alain Mamolo, adjoint à la vie associative sport jeunesse, qui vont témoigner à travers ces délivres notre attachement qui est confirmé et qui s'amplifie en direction du milieu associatif, sportif et culturel. À vous, monsieur Mamolo. Merci, monsieur le maire. Alors, comme dit monsieur le maire, nous allons avoir à voter 5 délibérations concernant des demandes de subventions exceptionnelles. Ce qui vient à confirmer la grande vitalité des associations de Marly. En sachant qu'il y aura d'autres demandes de subventions exceptionnelles qui seront accordées prochainement. Voilà. Donc, la municipalité a été sollicitée par l'association Reputon afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 300 € dans le cadre d'achat de matériel. Cette association a pour but les cours de raccou, la collaboration occasionnelle à des actions humanitaires, culturelles, sociales, ainsi que l'organisation d'expositions d'œuvres artistiques. Très bien. Il est proposé au conseil municipal, monsieur le maire, de 300 €. Voilà. Voilà. Alors, sur cette demande de subvention, y a-t-il des demandes d'intervention? On est tous d'accord. Unanimité. On la joue à la soviétique, madame. Alors, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, c'est adopté. Nous passons ensuite avec une subvention exceptionnelle pour l'association Country Dance, monsieur Mamou. Oui, alors l'association Country Dance, ça va faire sa 2e année d'existence. Donc, la municipalité est sollicitée par l'association Country Dance afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 400 € dans le cadre d'achat de tenues ou des représentations. Cette association participe régulièrement aux manifestations municipales et ses adhérents sont majoritairement marlysiens. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur l'emploi de cette subvention, qui est de 400 €. Y a-t-il des demandes d'intervention? Non, c'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Nous passons ensuite avec une subvention exceptionnelle pour le basket club. Non, le Moutaille, monsieur. Ah, je m'excuse. La boxe Moutaille de Marly. Alors, la boxe Moutaille, c'est une association qui vient de se créer récemment, qui occupe aujourd'hui les locaux de l'ancien foyer des jeunes de la Briquette. Et que dernièrement, ils ont fait une grosse manifestation salle Schumann en faisant venir un champion du monde, monsieur Le Banner. Voilà. Donc la municipalité a été sollicitée par l'association Mountaille Marly afin d'obtenir une subvention exceptionnelle de 700 € dans le cadre d'achat de matériel afin que les adhérents puissent pratiquer dans des conditions de sécurité optimales. Il est proposé au conseil municipal de se prononcer sur le cours de cette subvention exceptionnelle. Merci, monsieur Mamou. Pour acheter du matériel. Présentation, y a-t-il des demandes d'intervention? Oui. Oui, simplement, vous précisez qu'ils ont besoin d'une subvention pour acheter du matériel pour pratiquer au mieux, dans les meilleures conditions, leur sport. J'ai eu plusieurs fois l'occasion de m'entretenir avec eux puis d'aller à leur rencontre. C'est une association, comme vous dites, qui est très dynamique, qui tourne très bien, qui a de plus en plus de membres. Je pense qu'on va avoir le problème de la taille, en fait, de la salle qui les accueille. Il faudrait peut-être qu'on commence à réfléchir à peut-être une solution de repli un peu plus grande. Monsieur Mamolo. Oui, nous sommes conscients que cette association elle a pris une activité vraiment importante, tant au niveau sportif qu'au niveau humain, il y a énormément de monde. Donc c'est vrai, nous avons été sollicités pour
pousser les murs. Aujourd'hui, nous n'avons pas la possibilité financièrement de faire en sorte que. Mais M. le maire va certainement dire beaucoup plus que moi, dans le cadre de la rue 2, est-ce qu'il serait possible, M. le maire? Merci de m'inviter à m'exprimer, M. Monod. On marche en binôme. D'abord, il faut rappeler l'existence de cette association dont on peut saluer le parcours. Ça fait 6 mois, on a mis, comme on dit, cette salle à disposition qui a été aménagée. Je dois dire tout de suite que je préfère voir les activités qui se déploient actuellement que ce qu'on a pu connaître à une époque par le passé. Il y a du sport, il y a diverses activités, la musculation qui permet à notre jeunesse ainsi de s'épanouir, de renouveler la force de travail quand on a la chance d'avoir un emploi. Et troisième aspect, au bout de 6 mois, on peut saluer ce temps fort qui a été organisé avec la venue à Marly de Jérôme Le Ganner, champion du monde, à 13 reprises. Deuxièmement, j'allais dire, une démarche qui concourt à développer le sport, la vie associative dans le cadre notamment des sports de combat. Et en rappelant qu'on a ici même déjà aussi des arts martiaux, on a le karaté, on a du judo. Et puis à partir de là, il y a la rue 2. Et j'ai fait la proposition, notamment aux responsables de ce club, de la Moutaille, que j'ai reçu récemment, que l'on puisse inscrire à partir de leurs réflexions, de leurs attentes, puisque c'est un club qui prend beaucoup d'expansion, au bout de 6 mois d'existence, qu'on puisse inscrire un projet ou de rénovation de salle nouvelle dans le cadre de l'ORU 2. L'ORU 2 qui est de compétence, comme vous le savez, en collaboration, État, région, et puis en ce qui nous concerne, ville de Marly avec l'AGLO. Alors voilà la proposition que je fais et que j'ai tenue, notamment en accord avec M. Alain Mamolo et notre adjoint aux travaux à l'urbanisme, ainsi que mademoiselle Rita Canas, qui est adjointe à la politique de la ville, disons, de formuler auprès des dirigeants. Voilà. Dans le même temps, 6 mois d'existence, ça arrive. Bon, faut donner du temps aussi à un moment donné, comme le confirme Madame Anna Zanelli, qui est une élue du secteur, conseillère municipale déléguée. Mais bravo pour les résultats, bravo pour les perspectives, bravo pour le sérieux, la rigueur. Parce que j'ai parfois connu, moi, des clubs qui se sont créés et au bout de 6 mois, disparaissaient. Et puis alors, j'aime bien qu'à un moment donné, on vit l'expérience. Mais là, on sent qu'il y a beaucoup de sérieux, beaucoup d'expérience et qu'il y a une volonté très large, notamment, qui va pouvoir nous permettre de faire du bon travail tous ensemble. Voilà. Alors, sur cette proposition de subvention, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention, et nous passons ensuite avec le basket club de Marly, avec des résultats qui marquent la vie du basket ici même, M. Monod. À vous. Alors, le basket club de Marly, c'est vraiment une association très dynamique, qui part du baby basket à l'école de basket. Il a disons, le panel aussi, toutes les tranches d'âge, elles sont prises en compte, donc jusque aux seniors. Donc, il mérite une subvention exceptionnelle pour pouvoir continuer à fonctionner, pour pouvoir continuer à progresser, pour qu'il puisse avoir des éducateurs compétents. Voilà. Donc, une subvention exceptionnelle de 1 000 €. Alors, y a-t-il des demandes d'intervention sur ce dossier du basket? Alors, celles et ceux qui sont pour le manifeste en levant la main, avis contraire, merci de cette unanimité. Et nous passons ensuite à l'Union sportive Marly-la Briquette, dont le secrétaire est membre du conseil municipal. On ne pourra pas bénéficier de sa voix, c'est le règlement. Mais la parole à M. Mamolo, qui va rappeler les bons résultats enregistrés là aussi. Là aussi, l'association Union sportive La Briquette de football, c'est vraiment une réussite totale. Il faut savoir qu'ils ont démarré avec une équipe senior. Ça fait 4 ans, vous me direz si je me trompe, 5 ans, tous les ans ils montent. Cette année-ci, ils vont monter en première division. Donc ça veut dire qu'ils ont progressé tous les ans d'une division chaque fois. Ensuite, ils ont monté une équipe senior D. Et cette équipe-là aussi, elle fonctionne
marchent, bon, ils sont en promotion de deuxième. Ça veut dire aussi que depuis sa création, elle a gravi des choses à chaque saison. Donc, lorsque vous montez en promotion de deuxième et en première division, vous êtes obligé d'avoir des équipes de jeunes. Hein. Donc, ils ont 2 équipes de jeunes. Les U11, 3 équipes de jeunes. Donc, c'est encore mieux. Donc, ce qui fait qu'avec une subvention de 1 500 €, ils ne peuvent pas s'en sortir. Donc, nous avons estimé que leur accorder une subvention exceptionnelle de 2 000 € viendrait soulager leurs finances. Voilà. Bien. Alors, allons-y pour l'USM. Y a-t-il briquette des demandes d'intervention? Alors, je propose que l'on passe au voix. C'est ceux qui sont pour le manifeste en levant la main. Avis contraire, abstention. Vous avez dans le même temps en communication à votre disposition dans le dossier le bilan social. J'en ai terminé. Je vous souhaite de bonnes vacances. Rendez-vous pour les festivités du 13 juillet. Le 14 juillet, n'oublions pas d'être présents pour M. le maire et M. Mamolo et M. Bernard Hébrard concernant la course à vélo. Hein. Pas seulement pour la mise des cours. Hein. Il faut être du début. Troisièmement, les festivités. Jeudi 17, le concert à 20h, salle des fêtes, et le dimanche 20 juillet, 15h30, stade de Neyer, salle Raymond Dumont, pour le dernier concert de la solidarité. Merci. N'oubliez pas de venir signer chacune et chacun les registres à disposition municipaux. Bonnes vacances à tous.